Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est... Non, calme-toi, baisse la musique, c'est pas John Cena, c'est juste Néo 01. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Néo Réagi. Dans ce Néo Réagi, on va parler de l'élimination du Paris Saint-Germain en quart de finale de Ligue des Champions. On va commencer par parler de la composition de l'équipe et de la tactique mise en place par Laurent Blanc ce soir-là. Voilà, donc on peut voir que il nous a fait une tactique un petit peu originale, parce que c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir en Paris Saint-Germain. Donc il nous a fait une tactique à 3 défenseurs avec tout au milieu de terrain, donc ça peut s'apparenter à un 5-3-2. Donc on a Cavani et Ibra en attaque, et tout le reste en milieu de terrain, c'est-à-dire qu'on a Vanderville en milieu droit et Maxwell en milieu gauche, ce qui change de d'habitude, puisque d'habitude on a Maxwell en défenseur gauche, et Vanderville en défenseur droit, et du coup là vous avez un joueur en moins, en gros Aurier quoi. Aurier, même vous pouvez mettre Aurier à la place de Vanderville et vous sortez Vanderville. En gros c'est ça, non, normalement. Mais là c'est pas le cas. Donc petite compo un petit peu particulière, puisque on voit que c'est pour avoir la possession de balle de cette façon-là. C'est une possession de balle écrasante. Alors ça on en reparlera plus tard. Mais c'est surtout aussi pour bien défendre, parce que Laurent Blanc, Dixit c'est dire, a dit qu'il avait vu que l'attaque de Manchester City était très percutante et qu'ils avaient des attaquants qui étaient capables de faire la différence, et donc il voulait vraiment les bloquer. Donc il a mis en place cette tactique pour ça. Bon, il a aussi mis en place cette tactique par rapport aux blessures. Il faut dire qu'il a eu pas mal de blessures et de suspensions, parce qu'il faut rappeler qu'on a Verratti qui est blessé, on a Pastore qui était blessé, on a Matuidi qui était suspendu, et David Luiz. Donc là, du coup, il nous a mis Marquinhos. Donc très bien, Marquinhos, on est content. Et il nous a mis Adrien Rabiot. Bon, ok. Mais du coup, vu qu'il s'est dit que son milieu de terrain, ça irait pas à 3, et qu'il voulait vraiment, comme je vous l'ai dit, bloquer les attaquants, et ben il a fait un milieu à 5. Voilà. Donc le problème de cette tactique-là, et c'est ce qu'on va se rendre compte, c'est que... ils n'ont pas l'habitude de jouer avec cette tactique-là, tout simplement. Ils n'ont pas l'habitude de jouer, ils ont l'habitude de jouer avec des ailiers. Et là, c'est pas le cas, quoi. C'est pas le cas, et donc du coup, il y avait un problème, quoi. Les attaquants, ils n'arrivaient pas à trouver leur place, et ils étaient un petit peu sevrés de ballons, ou alors ils n'avaient pas les bons ballons. Enfin, bref, on en parlera plus tard. Et au goal, il nous a mis Kevin Trapp, donc, qui était incertain pour ce match, on ne savait pas, il avait pris une béquille lors du match contre Nice, mais il était bel et bien là, donc voilà, très bien. Donc sur cette composition d'équipe, c'est surprenant, voilà, pour la première chose qu'on pense, c'est que c'est surprenant, mais pourquoi pas, c'est un pari de Laurent Blanc. Voilà, donc ensuite, on va parler des statistiques du match, donc pour ça, on va s'appuyer sur les stats mis en place par Eurosport. Voilà, donc on peut voir que sur tout le match, Paris il y a eu 61% de possession de balle et Manchester City 39%. Donc on voit que la possession de balle était quand même importante. On va en parler juste après. Donc on voit qu'il y a eu un but à 0, donc ça on le savait. Penalty réussi, 0 de chaque côté. Penalty manqué, Manchester City a manqué un penalty, on en reparlera plus tard. Corner, 6 corners à 5 pour Paris. Enfin, 6 corners pour Manchester City, 5 pour Paris. Des coups francs, Manchester City on a eu 16, et Paris en a eu 18. D'accord. Et des fautes, Manchester City en a fait 16, et Paris 13. Voilà. Des hors-jeux, il y en a eu 2 pour Manchester City, et pour Paris, il y en a eu 4 hors-jeux qui ont été importants pour Paris. On reverra ça. Carton jaune, Manchester City en a pris 1, même s'ils auraient dû en prendre plus, on verra ça aussi tout à l'heure. Carton jaune, 3 pour Paris. Et les cartons rouges, 0 de chaque côté. Et les arrêts du gardien, Manchester City en a fait 4,
Paris en a fait 0, donc Kevin Trapp en a fait 0. Voilà. Ensuite, on va passer aux statistiques de tir. Donc Manchester City a tiré 9 fois, et Paris a tiré 5 fois. Mais c'était pas forcément cadré. Manchester City a cadré une seule fois, et Paris a cadré 4 fois. Donc dans les frappes cadrées qu'on peut prendre en compte, je pense qu'il y a la frappe de Zlatan sur coup franc. Il y a 2 frappes sur coup franc. Il y a une tête de Thiago Silva, je crois, qu'il détourne. Et il me semble qu'il y a une frappe de loin ou un truc comme ça, où il met une petite claquette ou un Joe Hart. Enfin, il n'y a pas énormément. Il n'y a pas énormément de trucs. Ou une frappe à terre qui est loupée, je sais plus. Mais il y a pas, c'est pas des grosses actions, hein, c'est pas des grosses actions. Précision au tir, donc on a Manchester City qui a mis 11%, bah oui, forcément ils ont tiré 9 fois, et nous 80%. Taux de réussite 100% pour eux et 0% pour nous, oui, c'est logique. Tir arrêté, bon bah 1 de chaque côté, penalty 1, et 0 de l'autre côté. Voilà. Donc sur ce match-là, on peut pas dire que nous, on aurait dû avoir un penalty. Enfin, il me semble pas. J'ai pas vu de faute dans la... Enfin, de toute façon, on n'a pratiquement pas été dans la surface. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Hein. Là-dessus, on n'a pas de penalty quand on n'en mérite pas. Ensuite, on voit homme du match, Kevin De Bruyne. Donc, De Bruyne, il nous a mis un but, un tir cadré. Et quel but, hein, on en parlera tout à l'heure, mais quel but. Et Fernandinho, c'est le bad boy, ils appellent ça, pour Eurosport. Pourquoi? Parce qu'il a pris un carton jaune pour 5 fautes. Donc ça aussi, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc ensuite, on va parler de la possession de balle. Donc la possession de balle a été écrasante pour le Paris Saint-Germain. Je crois qu'ils ont commencé avec un truc comme 75% au départ. Donc pour un match de Ligue des Champions, c'était quand même beaucoup. Cette tactique-là a été faite aussi dans ce but, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un Mota qui favorise la possession de balle, mais qui ralentit énormément le jeu. Moi, je trouve, personnellement, qu'il ralentit le jeu. Donc, on l'a vu, il est sorti, il s'est blessé. Le jeu a beaucoup plus accéléré à sa sortie, je trouve. Il y a eu peut-être, certes, moins de possession de balle, ça s'est plus équilibré, mais on allait plus vers l'avant. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti quand même. La possession de balle vis-à-vis de Thiago Motta, c'est son truc, mais c'est vrai qu'il a tendance à perdre trop de ballons, des ballons qui sont importants. Maintenant, en ce moment, hein, avant, c'est pas ce qu'il faisait. Mais depuis 1 ou 2 ans, c'est souvent le cas. Il perd des ballons qui sont très importants et qui, des fois, engendrent des contre-attaques qui peuvent être très dangereuses pour nous. Donc voilà, pour moi, c'est plus le milieu de terrain qu'il nous faut, en fait. Il nous faut Thiago Motta, enfin, un Thiago Motta, quelqu'un qui a sa palette de jeu, qui est capable de jouer comme lui, mais en plus jeune et en plus régulier, surtout. Ensuite, donc le point d'après, c'est Thiago Motta et sa blessure. Donc, il s'est blessé, que dire? Il se blesse, il revient sur le terrain parce que Lucas, il a pas mis ses protèges tibia et tout ça. Le gros bordel, on attend, il revient sur le terrain, il est là, puis d'un coup, il s'allonge, il reste par terre. T'as envie de dire, c'est pas grave, dors par terre. Il y a Lucas, il arrive, il est en train de discuter avec le coach, il arrive juste après, dors, c'est pas grave, ça nous fait juste un joueur en moins, c'est bon. Donc là tu te dis, c'est un peu n'importe quoi. Comment ça se fait que Lucas, il avait pas déjà ses protèges tibia pour être prêt au cas où, alors qu'il soit pas échauffé? C'est déjà un truc problématique, puisque si tu t'échauffes pas et que tu rentres sur le terrain, t'as beaucoup plus de chances de te faire des blessures. Mais en plus, le fait qu'il ait même pas mis ses protèges tibia, ça veut dire qu'il y avait aucune raison pour eux qu'il y ait un joueur qui rentre avant la mi-temps. Ils pensaient mettre ses protèges tibia à la mi-temps, etc., les chaussures à la mi-temps, mais là il n'y avait pas le temps. Dans ces matchs-là, on peut pas ne pas prévoir des choses comme ça. Donc bref, ça n'a pas eu d'importance pour la suite du match. Pas la blessure de Motta, hein, le fait qu'ils aient traîné, mais c'était quand même assez particulier de voir dans un match comme ça, de cette importance-là, de voir une situation où tu te retrouves où t'as un joueur qui rentre sur le terrain, il est HS, il joue quelques ballons et hop, il s'allonge par terre parce qu'il en peut plus.
C'était assez impressionnant quand même. Pour un match de ce calibre-là, enfin, censé être de ce calibre, d'un niveau énorme, normalement, hein, je parle pas du niveau qu'il y a eu. C'est assez surprenant de voir ça. Ensuite, on va parler de Ibra. Voilà, Ibra, est-ce qu'il était au niveau, est-ce qu'il n'était pas au niveau? Alors Ibra, moi, c'est simple, Ibra, je l'ai trouvé un peu fantomatique, bien en dessous de son potentiel, bien en dessous de son niveau. Il n'a pas trouvé sa place, il a souvent été hors jeu, à maintes reprises. Il n'était pas bon dans ses appels de balles. Et on l'a pas vu énormément. Il est redescendu au milieu de terrain, il a participé à la possession de balles. Donc ça, c'est une chose qu'il fait très bien. Mais derrière, il n'a pas tenté énormément d'actions, il n'a pas perforé, il n'a pas frappé de loin, à part sur les coups francs. Sur les coups francs, on peut dire qu'il les a bien cadrés. Il les a cadrés, après il n'a pas visé la lucarne ou autre. Hein. Il a plus frappé en essayant de cadrer sur le gardien ou quoi. Après ça je dis pas, c'est compliqué. C'est très dur. Voilà, donc je suis pas à même de juger ça. Par contre, c'est vrai que pour un grand joueur aurait plus visé la lucarne ou autre pour avoir moins de chance que le gardien la touche, tout simplement. Surtout que Zlatan il tire en force et il y a plus de chances que ça rentre si c'est bien placé, quoi. Voilà, donc ensuite on va passer les fantômes du match. Voilà, les fantômes du match. Donc pour moi, je nommerais Ibra, premier, Cavani, hein, Di Maria et Van der Wiel. Aurier, je dirais pas que c'est un fantôme parce que il est en reprise. C'est dur de le lancer en 2 matchs de Ligue des Champions. Il joue que ça. Il est en reprise, il est pas au niveau encore. Mais sur la deuxième mi-temps, il y avait du mieux. Donc voilà. Pour moi, ces 4-là, pardon. Ces 4-là, ça a été des fantômes sur le terrain. Voilà, Di Maria, on l'a pas vu. Di Maria qui était censé nous faire passer à un autre niveau en arrivant. Bon, après, vous allez me dire, s'il est tout seul à jouer à un autre niveau, ça va pas marcher. Oui et non. C'est pas un Ronaldo non plus, ça c'est clair. Donc Cavani, pareil, hein, dans ses appels de balles, c'était mauvais. Il a une occasion face à... Ah c'est ça, la frappe cadrée, c'est face à Joe Hart. Il tire et Joe Hart fait une parade. Donc c'est ça la dernière parade. Il fait une parade et il se couche et il y a son bras qui touche le ballon et qui le repousse. Voilà. Donc, donc il a une action, il est face à face au gardien et c'est touché par le gardien. Donc bon, après c'est une très belle parade de Joe Hart, hein, il n'y a rien à dire là-dessus, mais ça n'empêche qu'en Ligue des Champions, il doit la planter. Un grand buteur, c'est quelqu'un qui peut avoir une action dans le match, mais s'il a une action, il doit la planter, quoi. Il n'y a pas à discuter là-dessus, ça doit être comme ça. Et c'est les grands buteurs, tu les verras toujours, ils ont une action, ils savent qu'ils vont avoir qu'une action, ou peut-être 2-3 actions dans le match, mais ils doivent au moins en planter une. Cavani, malheureusement, des fois, il faut beaucoup trop d'actions pour planter. Et Ibra, c'est un peu le même cas en ce moment. En Ligue des Champions, c'est un peu ça, c'est ça le problème. Donc, voilà, Di Maria, on l'a pas vu exister pratiquement. Moi, je sais pas vous, mais moi, je l'ai pas vu du match. On le voit reprendre une frappe de loin, après que Pastore soit entré, il frappe, c'est contré, mais sinon on l'a vu essayer de centrer, des centres pas toujours réussis. Il faut dire que Manchester City a très bien défendu aussi, il faut leur rendre cet honneur, entre guillemets. Van der Wiel, alors que dire de Van der Wiel ? Si ça avait été moi, je pense que je l'aurais pas mis sur le terrain, hein, clairement. Vous savez ce que j'en pense, hein. Pour moi, Van der Wiel, il devrait plus être au Paris Saint-Germain. Ça fait déjà un moment. Que dire ? Défensivement, c'est loin d'être un as. Offensivement, il se débrouille, il peut être bon par moment. Aujourd'hui, ce match-là, je l'ai pas vu du tout, quoi. Il y a eu quelques montées, mais à chaque fois qu'il fait un centre, il se loupe, quoi. Ah oui, il y a ça aussi.
À un moment, il fait un centre, ça se transforme en tir. Il tire, mais à 2 à l'heure, quoi. Donc le gardien, il le capte tranquille. Voilà. Donc ça, c'était pour les fantômes du match. Alors, les joueurs que j'ai trouvés au niveau, bah, moi, je citerai Marquinhos. Marquinhos, qui a été très bon pour moi. Voilà. Pourtant, Marquinhos, c'est le seul joueur qui a joué avec Trapp, bien sûr, qui a joué le match contre Nice. Et pourtant, bah voilà, pourtant, il était là. Donc ça prouve que Serge Aurier aurait pu jouer au moins 45 minutes à Nice. Et au moins, il aurait eu un petit peu plus de temps dans les jambes. Et il aurait peut-être été meilleur. Donc Marquinhos, exemplaire. Que dire, franchement, Marquinhos, pour moi, devrait être deuxième défenseur devant David Luiz. Thiago Silva, hein, toujours impérial. Même si on peut dire qu'il aurait dû plus sortir sur De Bruyne, sur le but. Il était quand même là. Il a bien défendu, donc rien à dire. Après, bon, il se loupe dans quelques passes vers la fin. Je pense que tout le monde avait lâché, tout le monde avait été déprimé, donc on peut pas dire grand-chose là-dessus. Rabiot, moi je l'ai trouvé au niveau. Franchement, c'est l'un des seuls qui s'est projeté vers l'avant au début, qui a essayé de percuter. D'ailleurs, il a déclenché plusieurs coups francs. Je crois que c'est même lui qui a déclenché tous les coups francs qu'Ibra a tapé. Donc très bon, très bon. Rabiot, voilà, bon, il a pas marqué, il a pas fait des belles passes dans la surface, mais dans le cœur du jeu, je l'ai trouvé bon. Voilà, il a conservé les ballons, il n'a pas perdu énormément de ballons, je crois pas. Moi, je l'ai trouvé bon. Personnellement, j'ai trouvé qu'il était pas qu'il m'a impressionné, non, on peut pas dire ça, parce qu'on connaît le niveau qu'il est capable de générer, mais il a été voilà, il a été au niveau, ce qui n'est pas le cas de certains. Ensuite, on va passer à Pastore. Alors Pastore qui rentre et qui remplace Serge Aurier. Alors, c'est simple, quand Pastore est rentré, le jeu s'est accéléré. Pastore qui n'avait pas joué depuis je sais pas combien de temps, qui a joué très peu hein, cette saison, hein, puisqu'il a été blessé à plusieurs reprises. Le pauvre, il a eu une saison un peu compliquée. Il est rentré, il a accéléré le jeu, il a apporté offensivement, il a essayé de percuter, il a fait ce qu'on attendait au final. Et voilà, ça a tout changé, sauf qu'il n'y a pas eu de but, parce que, bah, bien sûr, l'équipe n'était pas au niveau ce soir. Mais lui a apporté. Sa rentrée a vraiment apporté. On peut dire qu'il y a eu du changement quand il est rentré. Voilà, donc ça c'est ce que je viens de dire, la rentrée de Pastore a accéléré le jeu. Ensuite les cartons. Voilà, donc pour moi, Rabiot, je sais plus s'il a pris un carton jaune, mais en tout cas il a fait pas mal de fautes, donc ça par contre c'était un petit peu... comment dire, il aurait peut-être limite dû prendre un carton rouge, je sais pas, je suis pas persuadé de ce que je dis là-dessus, donc prenez-le avec des pincettes, mais pour moi il a fait pas mal de fautes quand même. Donc au moins un carton jaune, Rabiot. Parce que là-dessus, il faut être impartial. C'est vrai qu'il a fait pas mal de fautes, mais il était un peu obligé. Hein, pour stopper les actions, des fois, on n'a pas le choix. Ensuite, donc les cartons, on a quoi? On a eu... je sais plus... Vanderville qui a pris un carton. Bon, rien à dire là-dessus. Hein, carton normal. Les autres, je sais plus qui c'est qui a pris l'autre carton. Par contre, du côté de Manchester City, j'ai une chose à dire, c'est que Fernandinho, pour moi, carton rouge. Hein. Il aurait dû prendre un carton rouge. Je le dis, il aurait dû prendre 2 cartons jaunes s'il aurait fait un carton rouge. Il fait des fautes qui sont vraiment... Enfin, qui sont quand même énormes. Si on veut aller par là, je repense à une action, Cavani peut prendre une faute, il met une belle semelle à un moment sur un joueur, mais Fernandinho termine quand même avec 5 fautes, et pas des moindres, dans le match. Donc, pour moi, il aurait dû prendre un carton rouge. Ensuite, on va revenir sur le but de De Bruyne. Alors, le but de De Bruyne, c'est assez énorme. Hein. C'est un joueur qu'on était censé recruter, qu'on a voulu recruter, et en fait, le fait que ça soit pas une priorité pour nous, qu'on ait préféré Di Maria à lui, et du coup qu'on lui ait pas donné l'envie réellement de venir, il n'a pas voulu venir, il a été à City à la place. Mais quel but, quel joueur! C'est un joueur de base qui était à Chelsea, enfin il n'était pas à Chelsea à son centre d'entraînement, mais Chelsea l'avait acheté, ils avaient fait un bon, comment dire, ils avaient vu
le potentiel qu'il y avait en lui, ils s'en sont débarrassés parce que pour eux, il n'était pas suffisamment bon pour l'équipe première. Quelle erreur! Quelle erreur! Il a été à Wolfsburg, il a été énorme. City l'a acheté et là il fait encore une saison où il est énorme. Il est décisif. Dans un match de Ligue des Champions, il marque le but qui qualifie. Enfin, ils étaient déjà qualifiés, hein, faut le dire, mais il marque le but qui termine les espoirs du Paris Saint-Germain. Donc sur ce but-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On voit Cavani qui revient. Alors moi, quand je l'ai vu revenir, je me suis dit qu'il va nous déclencher une faute ou un truc comme ça, parce qu'en général, les attaquants, c'est pas trop leur truc de tacler. Même si on peut dire, à la décharge de Cavani, on peut dire qu'il est bien revenu. Hein, c'est souvent son truc à Cavani, c'est que par contre, il revient bien défensivement. Il est revenu à un moment sur Agüero, je crois, ou je sais plus qui. Dans la surface, il a récupéré le ballon très proprement. Le joueur ne l'avait pas vu revenir. C'était vraiment ça, on peut le mettre à son actif. Donc sur le but de De Bruyne, qu'est-ce qu'on peut dire? Les joueurs, ils auraient dû plus sortir, essayer de plus le bloquer. Mais bon, ça, c'est sur le moment, ils n'ont pas forcément pu. Et voilà, mais c'est évident qu'un joueur comme ça allait taper de loin. Il frappe, il enroule, ça rentre. Trapp qui est surpris, qui part, mais pas assez vite, et qui peut pas fermer complètement son angle. Ça rentre, que dire, c'est un but qui est beau, quoi. C'est un but qui est beau. Il voit où est le gardien, il voit l'espace entre le gardien et le but. Et il la met, quoi. Il la met. C'est ce qu'on attend d'un grand joueur, tout simplement. C'est ce qu'on aurait attendu d'Ibra, et c'est ce qu'on devrait attendre de Cavani, même si on sait que c'est pas vraiment un grand joueur. Voilà. Donc la conclusion du match, que dire, sur les deux matchs, Paris n'a pas été au niveau. Paris n'est pas au niveau de la Ligue des Champions. En tout cas, sur ces matchs-là, c'est pas montré au niveau de la Ligue des Champions. Paris dit qu'il est un grand d'Europe, mais doit le prouver. En Ligue 1, il le prouve. Il joue les rouleaux compresseurs, même si il joue à un rythme un petit peu plan-plan, on va le dire comme ça. En Ligue des Champions, ils n'ont pas le droit. En Ligue des Champions, ça doit être rapide. Ça doit être rapide. Possession de balle, ok, mais ça doit se projeter vers l'avant. Et ils doivent marquer. Ils doivent montrer qu'ils doivent impressionner, puisqu'ils ont quelque chose à prouver quelque part. Ils sont là pour dire, voilà, nous, on va révolutionner la Ligue des Champions. En gros, c'est leur pari. Rêvons plus grand. Ils veulent gagner la Ligue des Champions. Donc nous, en gros, on arrive et on va vous montrer qu'on est bon. Alors, certes, ils sont en quart de finale. Hein. Ça fait quand même 4 années de suite qu'ils sont en quart de finale. Mais il est temps de passer un autre palier. Et c'est pas suffisant. Tout simplement, c'est pas suffisant. Alors, faut garder à l'esprit que c'est une équipe qui est encore jeune, dans le sens où le club est pas jeune en lui-même, hein, même s'il est plus jeune que certains, largement. Mais c'est une équipe qui a été totalement reforgée il y a quelques années maintenant, en 2012 je crois. Donc ça fait 4 ans. 4-5 ans, un truc comme ça. Bref, c'est une année un club qui a été reforgé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est une équipe qui est encore jeune, qui commence à trouver ses marques, on va dire. Mais là, le problème, c'est qu'ils jouent avec des joueurs qui n'ont pas forcément la motivation. Moi, je pense que c'est ça. Il y en a, ils n'ont pas forcément la motivation, ou alors ils jouent trop tranquille. Ils jouent trop tranquille, ils se rendent pas compte de l'enjeu. Et voilà, je pense qu'on a besoin de changer cette équipe en profondeur, de faire des gros changements. Je rajouterai donc pour conclure que sur l'ensemble de ces deux matchs, Paris n'a pas été au niveau. C'est pas ce qu'on attend d'eux, c'est pas le niveau de jeu qu'on attend d'eux. On attend beaucoup plus et j'espère que dans les années qui vont venir, ils seront beaucoup plus performants. Voilà, j'espère. Je sais pas s'ils changeront d'entraîneur ou pas. Même sans changer d'entraîneur, je pense qu'il y a moyen. Donc voilà, on verra bien. Faut garder espoir pour la suite, mais en tout cas, faut changer les choses. Je pense que c'est ce qui va arriver au mercato 2016-2017. Mercato d'été. Je pense qu'on va recruter peut-être pas forcément des gros joueurs, on va peut-être pas recruter un Ronaldo, j'en sais rien, peut-être, j'espère. Mais il faut recruter intelligemment des joueurs qui vont vraiment apporter ce plus, peut-être cette expérience
peut-être des joueurs qui ont déjà gagné la Ligue des Champions, ou qui ont énormément d'expérience, mais pas des joueurs vieux. Il ne faut pas recruter des joueurs vieux. Moi, je pense que, je dirais, ceux qu'il faut remplacer Vanderville. Voilà, faut trouver une doublure à Aurier, ou un joueur qui va jouer au même niveau qu'Aurier, et ils vont se concurrencer. Ou alors un petit jeune qui est bon, qui est déjà bon, hein, attention, et qui va petit à petit progresser pour atteindre le niveau d'Aurier, voire le dépasser. Moi je dirais, au niveau de latéral droit, je dirais on vire Vanderville, soit on prend un petit Corchia, voilà, Corchia qui a quand même du potentiel, il le montre. C'est pas encore au niveau, mais ça peut progresser. En doublure, c'est très bien. Je pense, c'est suffisant. Soit on prend un petit Danilo. Pourquoi pas relancer Danilo? Il est en difficulté au Real en ce moment. Pourquoi pas? Sinon, là, on prend vraiment un joueur qui peut concurrencer dès maintenant Aurier. Bellerin. Hector Bellerin. N'est-ce pas, Ludo? Hein? Donc voilà. Mota, on parle de Busquets, peut-être qu'on peut trouver un joueur avec son profil qui va énormément servir à la possession de balle, etc. Mais en plus jeune, peut-être qu'on peut trouver plus jeune. Là, des noms comme ça, j'en ai pas forcément. Si je réfléchis, peut-être un Tielemans ou des joueurs comme ça, des joueurs qui peuvent énormément progresser, qui ont énormément de potentiel, un Pogba forcément. Quoique je suis pas sûr que Pogba puisse jouer la sentinelle comme lui le fait, même si Pogba est un peu milieu défensif à la base. Ensuite, il faut remplacer Cavani. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. On lui a donné sa chance, il a essayé, on l'a fait jouer sur l'aile gauche, on l'a fait jouer en attaque. Ça plante des buts, il plante des buts, il n'y a rien à dire, hein, il plante des buts. Mais il lui faut trop d'occasions pour planter des buts. Je pense que je vous donne un exemple, hein, mais sur 100 occasions, il va en marquer 40. Alors ça fera toujours 40 buts, mais ça fera 100 occasions de manquer. C'est des chiffres complètement aléatoires que je vous donne, mais en gros, c'est ça, c'est ce que je ressens. Ensuite, Ibra. Je pense que Ibra, il arrive en fin de contrat, il est certes très bon encore, hein, il a un très très bon niveau. Et même quand il est pas bon sur un match, il arrive à planter. Enfin, sur la plupart, en tout cas en Ligue 1. Donc c'est très bon pour de la Ligue 1, mais en Ligue des Champions, ça suffit pas. Ou alors, il faut épauler Ibra. Voilà. Donc, pour ces postes-là, pourquoi pas un petit Neymar, hein, ça serait pas mal. Ronaldo aussi, hein, je vous le cache pas, ce serait un rêve de voir Ronaldo au Paris Saint-Germain, même si je suis pas sûr qu'il trouverait qu'il serait content en Ligue 1, hein, je suis pas persuadé de ça. Et voilà, il nous faudrait un ailier gauche réel, peut-être même une attaque à 2 attaquants, je sais pas exactement, mais en tout cas, il nous faut remplacer Cavani sûr. Et là, Cavani, on peut prendre un profil à la Neymar. Neymar, par exemple, serait très bien. Bon, je sais que ça fait 2 fois que je cite Neymar, mais Neymar a vraiment le profil. C'est un ailier gauche de formation qui peut passer buteur. Donc là, on est sur quelqu'un qui peut vraiment être ailier gauche, mais qui peut aller buteur aussi pour dépanner. Ensuite, qui on pourrait citer? On pourrait citer Lewandowski, on pourrait citer Agüero, on pourrait citer Icardi, Dybala, hein, c'est les joueurs qui sont un petit peu suivis par Paris. Voilà, donc tout ça pour dire qu'au final, il va certainement y avoir une grosse révolution, en tout cas j'espère, une grosse révolution à ce mercato-là. Ce mercato d'été, on va voir des changements. Pour moi, il faut surtout garder Marquinhos, très important, et le titulariser, parce que c'est un joueur qui mérite. Il porte ses couleurs avec fierté.
il supporte le club de façon... de façon impressionnante dans le sens où il est vraiment professionnel, même si Laurent Blanc ne le fait pas jouer, il n'est pas là en train de râler sans arrêt, etc. Bon, même si je comprends qu'au bout d'un moment ça saoule, il faut qu'il... Voilà, pour moi il faut qu'il joue, il faut lui donner sa chance, et parce que c'est vraiment un joueur qui mérite, à chaque fois qu'il joue, il est impressionnant, moi je le trouve impressionnant, pour moi c'est le futur Thiago Silva. Donc il faut absolument le garder. David Luiz peut-être le replacer en milieu défensif, mais voilà, Maxwell, bon bah Maxwell dans le futur, lui il va partir, il sera remplacé par Kurzawa, nous on a Dean qui revient, Dean peut faire office de doublure à Kurzawa, voire même concurrencer Kurzawa, s'il arrive à se remettre bien au niveau. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. J'ai voulu le faire, je m'estime pas d'un niveau... voilà, où je peux faire des analyses, etc. C'est juste ma réaction à chaud après le match. Voilà, c'est le lendemain, donc c'est quand même à chaud. Voilà. Donc, vous n'y voyez rien de genre je me prends pour un professionnel ou quoi, non, pas du tout. Hein. C'est juste que j'avais envie de vous faire partager ce que moi je ressentais. Voilà, et j'ai envie de voir vos réactions à vous, donc laissez-moi dans les commentaires vos réactions, ce que vous pensez, si vous êtes d'accord avec moi sur certains points ou pas. Dites-le dans les commentaires, comme ça, suite à vos commentaires, je referai une vidéo où je discuterai, je répondrai à vos questions dans la deuxième vidéo, s'il y a suffisamment de commentaires. Voilà, c'était Neover01, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, je vous laisse, à très bientôt, suivez les réseaux sociaux, tchuss!